Avant de démarrer cet épisode, je voulais vous parler du podcast 1, 2, 3 pépites dédié à la famille, dans lequel j'ai eu la chance d'être interviewée par Céline Ferrari, sa fondatrice. On y parle du couple ciment de la famille. N'hésitez pas à écouter cet épisode et par la même occasion à découvrir ce podcast où Céline invite des parents inspirants qui nous parlent de leur vie de famille. Le podcast 1, 2, 3 pépites est à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement. Bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazik Castelnerac, créatrice du concept Save Your Love Date. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple. Sur ce podcast, nous échangeons chaque semaine avec vous sur les problématiques, les doutes, les obstacles que vous rencontrez dans votre vie de couple. Et nous vous livrons des outils concrets pour vous aider à construire la vie de couple à laquelle vous aspirez. Nous sommes heureuses d'être là pour vous inspirer, vous guider, vous bousculer aussi peut-être. Mais ne l'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir à notre micro Sylvie et Luc. Sylvie et Luc sont mariés depuis plus de 40 ans. Ils ont 7 enfants et respirent la joie de l'amour. Nous voulions échanger avec eux sur les clés qui leur ont permis de durer. Mais attention, non seulement de durer, mais de durer avec bonheur, avec envie et avec détermination. Qu'ont-ils mis en place au sein de leur vie de couple pour demeurer connectés l'un à l'autre, pour avancer ensemble malgré les difficultés de la vie, pour rester soudés autour de leur grande famille? C'est ce que nous voulions savoir et c'est ce qu'ils nous ont confié. Nous espérons que vous aurez autant de plaisir que nous à les écouter. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Alors, un épisode un peu spécial aujourd'hui puisque nous sommes ravis avec Marie-Lise. Bonjour Marie-Lise. Bonjour Swazik. Nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir Sylvie et Luc. Alors pour la petite histoire, Sylvie et Luc, je les ai rencontrés lors de la pyjama thérapie à laquelle j'ai participé avec Carole Tolila. Et en fait, Sylvie et Luc étaient les premiers invités de Carole à présenter leur maison et j'ai eu un vrai coup de cœur pour eux que je voulais vous faire partager. Donc je pense que ça va être le cas grâce à cet épisode. Vous allez voir, ils ont vraiment quelque chose de très particulier et je voulais vraiment pouvoir, avec Marie-Lise, qu'on puisse échanger avec eux sur les clés qui ont fait que leur couple et que leur amour durent longtemps et durent en beauté. Alors, bonjour Sylvie, bonjour Luc et bienvenue. Bonjour Swazik. Bonjour Swazik. Alors, on est vraiment, comme je disais, très heureux de vous accueillir sur ce micro. Alors, pour commencer, j'ai envie de vous faire un petit exercice que j'aime bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter, mais de façon croisée? C'est-à-dire que Sylvie, vous nous présentez Luc et Luc, vous nous présentez Sylvie. Alors, je présente Luc. Luc est décorateur, fabricant de meubles. Il a 67 ans. C'est mon mari depuis plus de 40 ans. Il est scorpion de signe astrologique. Il est très créatif, très indépendant. Il n'a pas de hobby particulier si ce n'est la décoration et son métier. Il est fin cuisinier. Qu'est-ce que je peux dire encore? Un petit défaut peut-être? Il est indépendant, c'est-à-dire que quand il a une idée en tête, une passion, ben voilà, il faut que ça se fasse. J'appelle même pas ça un défaut parce que j'ai à peu près le même. Donc voilà. Non, c'est pas. Il a toujours des bonnes petites idées. Par exemple, il va aller faire des petites courses. Il va se dire aujourd'hui c'est les bunes. Il va remonter avec un petit sac de bunes parce que je sais que je suis bien gourmande. Voilà, des petites idées comme ça qui sont toujours touchantes et qui font plaisir à tous. Voilà. Ça, il les a toujours eues, ces petites idées? Il a toujours été attentionné comme ça? Oui, parce que toujours original, en fait, dans sa façon d'être, original. En fait, j'ai aimé Luc pour un détail idiot quand j'avais 14 ans. C'est parce qu'à l'époque, il avait un Solex. Mais c'était le seul de la ville à avoir un Solex couleur kaki avec des Clarks qu'il peignait également, alors soit kaki, soit bleu, avec des Shetland qu'il assortissait au Solex
En fait, c'est une image que j'ai aimée au début. Après, j'ai découvert la profondeur de l'image, mais c'est l'image qui m'a séduite. En fait. Voilà, il ressemblait pas à tous les garçons de mon âge. Et voilà, il avait des cheveux très frisés, on aurait dit Julien Clerc, voilà. Il y avait un cours de musique au lycée, il avait peint sa flûte assortie dans la même couleur en bleu. Ça allait très loin, le concept. Chez ses parents, il avait fait une très belle chambre avec déjà des estrades, des fosses, des perspectives de paysages peintes sur un mur. Voilà, en fait, c'est ça qui m'a plu. Et je me disais, j'aimais tellement la déco quand j'étais enfant, je me disais, il me faut absolument un mari qui fasse tout ce que j'ai dans ma tête. Et en fait, je l'ai trouvé. Parce que du coup, ce sur quoi vous avez un peu flashé au départ, cette image, cette originalité, ce style, il les a gardés. C'est pas des choses qu'il a perdues ou dont vous vous êtes peut-être lassé. Non, parce que je pense que Luc avait ça dans le sang en étant petit. Il faut dire que ma belle-mère aussi avait cette sensibilité là aussi, parce que quand on regarde des petites photos d'enfance, ils sont tous mignons. Ma belle-mère tricotait très bien. Ils avaient tous des petits pulls tricotés assortis. Enfin voilà, je pense que leur maman leur a imprimé ça aussi. Mais Luc l'avait particulièrement. C'était l'aîné des garçons. Ils étaient une famille de 6. Et il avait particulièrement ce sens-là du raffinement, de la déco, du détail. Ben voilà, quand on s'est installés ensemble tous les deux, il m'a dit, on va faire une cuisine rose indien, on va la faire en jock-like parce que je veux qu'elle brille. Vous voyez, c'était des choses comme ça. Mais c'est vrai que je lui ai dit souvent, si j'avais épousé un mari qui avait zéro idée, je pense que j'aurais pas tenu le choc. En fait. Ouais, vous avez vraiment trouvé en lui quelque chose dont vous aviez besoin. C'est ça, mon alter ego, mais en fait c'est ça. Et le hasard a bien fait les choses parce que tout n'est que hasard. On avait eu une punition générale et on a été collés toute l'après-midi, toute la classe. Et en fait, j'ai une de mes amies, on devait, pour sortir de cette colle, on devait réciter une fable de La Fontaine. Et moi, j'étais tombée sur le laboureur et ses fils. C'était extrêmement difficile. Et mon amie me dit, Sylvie, dépêche-toi. J'ai des tas d'amis mes amis d'enfance qui viennent nous chercher à la sortie de l'école. Et toi, avec ton laboureur et tes fils, tu vas jamais pouvoir sortir. Donc, j'ai appris cette poésie comme une dingue. J'ai mis 2h15 pour l'apprendre. Et je suis enfin sortie de la colle. Et c'était Luc et ses frères qui nous attendaient, en fait. Et ça a commencé de là. J'étais en 4e. Voilà. Tout était improbable. C'était que le hasard. Mais je l'avais déjà repéré quand même en Solex dans la vie. Ah, oui, il y avait déjà eu un petit... Ça fait que 5 minutes et déjà, on a envie de savoir toute la suite. Alors Luc, quand même, on va vous laisser la parole maintenant. Et est-ce que vous pouvez nous faire un aussi beau portrait de Sylvie qu'elle a fait de vous? C'est possible, parce que Sylvie a dit le principal. Et moi, j'ai découvert cette petite Sylvie, bien mignonne. Et puis, on a partagé certaines choses parce qu'on s'est vu en 5 minutes et il fallait que je saute un petit peu sur cette petite jeune fille qui était bien mignonne, bien élevée par sa mère, sa grand-mère, fille unique. Et puis, je me suis dit, tiens, elle est charmante. Elle avait un problème de résolution de dissertation. Et elle me dit, j'ai un problème à ce niveau-là, est-ce que tu peux pas me le faire sur la princesse de Clèves? Et je suis retourné en pension, je lui ai envoyé un courrier, je lui ai traité sa princesse de Clèves. Et puis c'est de là où après on s'est plus côtoyés, parce qu'avant on s'était un peu brouillé. Une brouille une ou deux années avant. Et puis c'était le moment où on s'est retrouvés, où on s'est consolider nos relations, et puis on s'est fiancés, et on est resté fiancés 2 ans et mariés 2 ans après. Alors attendez, on va y revenir après. Moi, je veux d'abord, est-ce que vous pouvez du coup me décrire Sylvie, voilà, qu'on sache un peu qui elle est exactement, son tempérament, ses qualités, si elle a des petites faiblesses. Sylvie est une jeune fille bien élevée par son papa, sa maman, ses grands-mères, donc elle est un bon petit soldat qui aime bien les choses de la vie, qui a été formée par la danse, parce qu'elle a fait beaucoup de danse classique. Donc, elle connaît les efforts, elle connaît les tensions des exigences de ce sport, et puis de cette passion. Donc, ça, c'était déjà une valeur importante. Et puis, toujours souriante, gaie, et c'était un bon début.
Et aujourd'hui, c'est des choses, vous la décrivez comme ça, de la même façon? Ça a toujours été dans cette même veine, donc il n'y a jamais eu de problème. Les épreuves qui ont pu traverser notre vie, mais c'est le lot de tout le monde, je pense. Et est-ce que vous auriez un petit défaut, une petite faiblesse à... Un défaut, bon, je pense pas beaucoup. Quel défaut? Quel défaut? Je sais pas. Je peux pas dire. Je suis têtu. Oui, c'est ce que j'allais dire, un peu têtu. Pourquoi c'est toi qui réponds? J'essaie de voir mes défauts, mais c'est ça. Oui, un peu têtu. Parce que, Auto-analyse. Et puis attendre que l'orage passe. Et puis retrouver la petite étincelle qui fait qu'on peut re-rentrer dans la phase. Et Sylvie, elle a dit qu'elle a été séduite par l'image que vous dégagiez, que c'est ça qui l'a fait aussi tomber amoureuse. Vous, qu'est-ce qui vous a touché chez elle en premier lieu? Qu'est-ce qui vous a plu, qui vous a attiré? C'est sans doute son caractère maternel qui fait que pour un homme, c'est agréable de se reposer sur quelqu'un qui est de confiance et qui est maternel. Parce que c'est vrai que moi, j'ai une enfance avec une mère assez distante. Je crois que je ne suis jamais monté dans les bras de ma mère, donc je n'ai jamais embrassé, ou très très rarement. Donc c'est peut-être ce que je recherchais dans mon épouse, et puis j'ai trouvé. Elle était attentionnée avec vous dès le début? Oui, on a toujours été très très complices, et puis on a construit des choses. Donc le fait de construire notre appartement commun, notre vie commune, et puis après d'avoir des enfants et les suivre, je pense que c'est un bon chemin. Et si on peut revenir un peu sur votre rencontre, les circonstances, là, vous aviez quel âge, du coup, tous les deux? Oui, moi, j'avais 15 ans et toi, tu en avais 13 ou 12? Non, moi 14 et toi 17. Je sais plus. La première fois, si. Moi, j'avais 14 ans et toi 10. On a 3 ans d'écart, 17. Et premier baiser à cette époque-là? Ah bah bien sûr. Ah oui. On mettait peut-être pas la langue, mais... Oui. Donc le temps en fait, vous êtes, parce que vous êtes du coup rencontrés très jeune, vous vous êtes fiancés à quel âge? En 76. Alors moi j'avais 20 ans et toi 20 ans. 3 ans. Et on est restés fiancés 2 ans. 2 ans. Donc pour l'époque, ça faisait quand même long, non? Oui, mais bon, il fallait finir nos études. Il y avait l'armée. Il y avait l'armée à l'époque. Vous voyez, il y avait pas mal de choses. Et les parents disaient, tu te marieras quand tu auras fait l'armée. C'était des choses comme ça. Maintenant, ça paraît tellement désuet de dire ça à nos enfants. Et donc, mariage, et après, je crois qu'il y a eu quelques jolies naissances. Voilà. Alors après, il y a eu 1 an après la naissance de notre fille aînée. Et puis tous les 18 mois, un enfant, donc ce qui fait que il y a 15 ans de différence entre notre petit dernier, notre aîné. D'accord. Donc ce qui vous fait 7 enfants? Voilà, 7 enfants. Si je calcule bien, 7 enfants. Voilà. D'accord. Filles et garçons? Filles et garçons. Donc on a 4 garçons et 3 filles. Je suis obligée. D'accord. Okay, oui, mais écoutez. Et petits enfants aujourd'hui? Oui. Nous attendons notre 8e dans 8 jours à peu près. Donc une belle famille, d'où la belle maison pour pouvoir accueillir, j'imagine, tout le monde. Vous arrivez à rassembler régulièrement tous les enfants et tous les petits-enfants? On rassemble très souvent toute la famille. Je pense que nos enfants s'entendent bien. Ils ont un esprit assez clanique entre eux. Ils communiquent bien tous les uns avec les autres. Je pense que voilà, c'est notre grande joie, ça. Ouais, j'imagine. Est-ce que vous pourriez partager avec nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un peu les clés qui vous ont permis de durer, ce que vous avez mis en place tous les deux au sein de votre couple. En regardant un peu avec le recul, vous vous dites ça a bien fonctionné, et ça c'est un conseil qu'on pourrait aujourd'hui donner à des plus jeunes couples. La recette principale, à l'origine, c'est qu'on a pris une dame qui s'occupait de la maison. C'est-à-dire que mon épouse était dans son métier de professeur. Moi, j'avais mon atelier de menuiserie à 1 quart d'heure en voiture de mon domicile. Donc, cette dame, on l'a pris dès le départ. Et cette dame a suivi toutes les naissances. Et c'était une dame qui était avec un profil un petit peu psychologique, traité par des médicaments. Donc, elle avait trop besoin de cette activité. Il fallait surtout pas qu'elle soit surmenée.
Et on a eu un enfant. Le médecin lui a dit, non, il ne faudra peut-être pas un deuxième, parce que vous ne pourrez pas faire votre travail. Finalement, il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ça fait 45 ans qu'elle est toujours avec nous. Et elle revient de temps en temps, parce qu'elle fait partie maintenant un petit peu de la famille. Voilà. Et elle vient faire l'argenterie à la maison. Elle est heureuse de suivre toujours la famille. Et je pense que c'est la clé d'avoir une personne qui subvient à toutes les tâches ménagères et aux soucis qui peuvent préoccuper une famille. Une famille, voilà, c'est ça. Donc, c'est la clé. Et c'est le choix qu'on a fait. On s'est dit, ça nous coûte cher. Ça nous a coûté de l'argent et on l'avait pas, cet argent. Je veux dire, c'est vraiment un choix. C'est un choix dès le départ, vraiment. Et je pense que c'est la clé de tout. Tu as bien raison de le souligner, parce qu'on n'aurait pas eu cette dame qui était si aimante, si gentille, parce que on pouvait rentrer bien fatigué de nos journées de travail, mais quand vous rentrez d'une journée de travail avec 6, 7 enfants à la maison, tous déjà douchés, en pyjama, qui ont déjà commencé leurs devoirs, etc. Mais il n'y a plus de points de frottement. Les points de frottement, c'est l'entretien du linge, c'est charger, décharger les lave-vaisselle H24, c'est tout surveiller. Et là, cette dame, alors c'est vrai que ça coûte cher, mais on a fait le choix. Alors ce choix, il est vite fait, c'est qu'on n'est pas tellement parti en vacances, on n'a pas pris de week-end, vous voyez. Il y a toujours une contrepartie. Nous, on n'a pas pris de week-end parce qu'on n'arrêtait pas d'arranger la maison, de décorer, voilà. Et puis, on s'est recentré sur notre famille. C'est-à-dire qu'on avait eu une vie à 15, 16 ans, 17 ans où on faisait pas mal, un petit peu la fête, entre guillemets, avec beaucoup d'amis, avec un groupe d'amis assez important. Et quand on s'est marié, on s'est resserré sur nous-mêmes, notre famille. On s'est dit, c'est là où il faut que ça se passe. Ouais. Bon, sans rester des ours dans leur caverne, mais en privilégiant quand même la qualité de vie de notre couple et puis de nos enfants qui allaient... Et notre travail. On s'est vraiment recentré sur nous. Et puis, vous savez, quand vous avez une telle charge d'enfants, vous pouvez pas partir tous les week-ends comme des dingues, parce que rien que de défaire les valises le lundi et de les faire le vendredi, c'est déjà une telle épreuve que, voilà. Et puis, on avait surtout une maison très agréable. Rapidement, j'ai creusé une piscine moi-même. J'ai sorti, je sais pas combien, 50 mètres cubes à la pelle, à la brouette. À la main. À la main. Donc, on s'est fait une piscine dans les années... 78, on avait dans les années 80. On avait une piscine en béton que je m'étais fait moi-même. Donc, toute la famille était dans notre petite piscine, dans notre petite maison bien mignonnette, en centre-ville. Donc, c'était très agréable. J'avais fait une véranda style californien. Donc, on avait le soleil levant. C'était très, très, très agréable. Ouais, vous vous êtes construit vraiment un univers dans lequel vous étiez bien, parce que vous saviez que vous allez être amené à y passer du temps et il fallait quelque chose qui était vraiment chaleureux. Donc on a tout recentré sur cette famille-là, à tel point que ça nous a sûrement attiré des jalousies, parce que nos amis, on les a mis un petit peu à distance et ils nous voyaient de loin. Et on les a retrouvés après, mais... Non, maintenant on les a retrouvés 30 ans, 40 ans après, mais nous, nos enfants sont élevés, maintenant on est quand même plus tranquilles. Mais c'était vraiment un vœu dès le départ. On voulait se recentrer sur nous, sur notre famille. C'est quelque chose dont vous aviez parlé tous les deux, que vous aviez décidé? Oui, on l'avait décidé parce que d'abord on a eu nos enfants tous très vite, donc on s'est trouvés quand même très jeunes. Moi, avant 30 ans, j'avais déjà 4 enfants, donc voilà, on s'est retrouvés. Et bon, alors c'est un véritable engagement. Quand on a des enfants, il faut avoir un travail qui tient la route, il faut gagner sa vie, faut se concentrer. Et puis nous, si vous voulez, avec notre travail, nos projets, quand on travaillait pour un client, on travaillait pour notre client comme si c'était pour nous-mêmes. Donc on avait déjà une charge mentale de notre travail, plus la famille. Donc si vous êtes éclaté dans tous les sens, j'allais dire, la direction, elle n'est pas imposée. Quand on s'éclate, alors on rayonne peut-être multifacette, mais on n'a pas d'efficacité. Donc nous, on s'est recentré, on s'est mis une cible qui était notre travail, notre famille, nos enfants, voilà, notre maison. Voilà, c'était ça notre cible. Sans tentation extérieure qui perturbe un peu notre volonté et puis qui dépense beaucoup d'énergie et d'argent et de temps. Et de perte de temps. Et grâce au ciel, on n'est pas trop de réseaux sociaux parce que c'est très bien, mais il faut savoir les gérer, il faut cette maturité pour les gérer. Ouais, toute la tentation que ça engendre. La tentation. Parce que vous voyez, quand en plein mois de juillet, on retapait notre maison, vous voyez tout le monde partir en vacances dans notre entourage et tout. Je veux dire, nous, on était juchés sur des escabeaux, soit avec du ciment à la main, soit du papier ponçage. C'est pas tellement glamour, mais c'est des passages obligatoires.
Je pense que, et c'est ça aussi ce qu'il faut, c'est le couple, mais ce qu'il faut transmettre aux enfants, c'est que la vie, c'est pas toujours tout rose et qu'il y a des passages obligatoires, qu'il faut savoir serrer les dents. Et si au moment de serrer les dents, le couple se disloque, c'est dommage. C'est pour ça qu'il faut se recentrer. Je pense que la clé, c'est ça, c'est se recentrer l'un avec l'autre pour faire quelque chose et envisager quelque chose. Sinon, je compare ça souvent, je vais expliquer à mes enfants, c'est comme un faisceau laser. Le faisceau laser, si ça perce le fer, si ça perce le fer, ça perce le verre, etc., c'est parce que c'est très très concentré. Mais si vous avez une vie qui est complètement dispersée, vous ne pouvez pas atteindre votre but, vous êtes complètement éclaté. Et ça peut être d'un point de vue professionnel, ça peut être avec les enfants qui partent au boulot parce que vous n'avez pas de but précis, c'est catastrophique. Donc nous, on a été conscients de ça très très tôt par bonheur, c'est bien. Oui. Parce que soyez qu'une famille nombreuse, vous en avez 4. Donc, vous voyez déjà ce que c'est. Une famille nombreuse, c'est de l'énergie. Il faut pas non plus abandonner son mari. Il faut s'occuper des enfants. Il faut s'en occuper de chacun à part entière de façon assez égalitaire, sauf si on a au travers un enfant qui a besoin de plus d'encadrement parce que de par sa santé, voilà. Mais il faut essayer en tant que maman et papa de faire à peu près. Je dis bien à peu près parce qu'on n'est pas des épiciers à tout peser dans une balance, mais voilà, il faut se consacrer donc à son couple, à son mari ou à son épouse, à son travail. Ça fait quand même énormément de facettes. Et je pense que la réussite d'un couple, c'est d'essayer autant que possible de négliger aucune de ces facettes. N'en négliger aucune, mais du coup, faire en sorte qu'il y en ait aucune qui prenne trop le pas sur les autres. On voit beaucoup aujourd'hui la place que, en tout cas, nous, dans les couples avec lesquels on partage avec Marie-Lise, et Marie-Lise le dira mieux parce qu'elle les voit en consultation, c'est cette place que prennent les enfants dans la vie des parents aujourd'hui, et du coup d'être focalisé énormément sur le bonheur des enfants, sur leur épanouissement, en s'oubliant soi-même et du coup en oubliant son couple. Et j'ai l'impression que quand on vous entend parler, que vous en fait vous avez su quand même catégoriser, et que votre couple, il y avait la base, que vous avez justement fait l'effort de prendre cette jeune femme pour vous aider parce que c'était pour vos activités professionnelles. Pour chacun, c'était certainement important de pouvoir vous épanouir aussi professionnellement, mais que évidemment vos enfants ont eu leur place, mais peut-être pas trop de place, même en ayant eu 7. Je sais pas, dites-moi si je me trompe, mais c'est l'impression que ça me donne. Eh ben, pas trop de place. Si, ils ont eu leur place à leur niveau. Voilà. Parce qu'ils étaient encadrés par nous. Ils avaient aussi des grands-parents qui les reprenaient tous les mercredis. Donc, les grands-parents les emmenaient faire des promenades à la campagne, des découvertes que nous, on n'avait pas le temps de faire. Et puis, une attention que nous, on n'avait peut-être pas non plus le temps. Et ils avaient sans doute les mots qu'il fallait pour leur génération de ces petits-enfants. Donc, ils en gardent un très, très bon souvenir. Et nous, on était là plus pour amener l'énergie pour que tout tourne en rond. Moi, j'avais mon entreprise artisanale, donc j'avais mes clients. Mon épouse était prof, donc elle avait le sérieux à faire avec ses élèves et son métier. Donc, les enfants n'ont pas souffert, mais ils n'étaient pas là à être le centre du monde. C'était pas les enfants rois. Et ça, nous, il y a une chose aussi que nous faisions, c'est qu'on était assez intransigeants, c'est-à-dire que les enfants, quand les devoirs étaient faits, qu'on avait dîné tous en famille, il faut dire que c'est une grande chance de pouvoir déjeuner en famille et dîner en famille. Bon, alors plus grands, ils sont allés à la cantine, mais à partir de la seconde. Mais jusqu'en troisième, ils dînaient avec nous. Non, jusqu'en sixième, ils dînaient avec nous, et après en sixième, ils étaient à la cantine. Ils adoraient ça. Mais j'allais dire le soir, tant qu'ils étaient petits, je veux dire toute la période primaire, les enfants étaient au lit à 8h30. Hein. On dînait ensemble, les devoirs étaient faits, ils étaient baignés, ils avaient le droit de lire dans leur lit un petit peu. Mettons extinction des feux à 21h, grand maximum. Et nous, après, on avait notre vie qui commençait après. Voilà. On n'avait pas toujours ces enfants autour de nous non-stop. Ouais, c'est ça. Vous avez su préserver, dans cette grande famille, préserver vos moments à deux, vos moments de couple, ce dont vous aviez vraiment besoin pour tous les deux. Voilà. Mais c'était aussi inscrit dans l'architecture, parce que les enfants avaient une maison. Ils avaient chacun une petite maison. C'était beau ce que tu avais dit. Il y avait un plateau complet où il y avait 4 ou 5 enfants à l'époque. Et ils avaient tous des maisons qui étaient perchées à 1,50 m de haut, avec des toboggans qui descendaient, dessous des jeux pour jouer à la marchande. Donc, ils avaient leur univers propre à eux. Ouais.
Donc, une fois qu'ils étaient dans leur univers, ils étaient chez eux et Ils adoraient. ils adoraient. Alors, ils avaient une caisse enregistreuse. À l'époque, il y avait déjà des petites calculatrices. Ils faisaient des calculs. Ils jouaient à l'épicerie, ils avaient une cuisinière, ils avaient une épicerie. Les garçons avaient des camions qui rangeaient, ils livraient les légumes à l'épicerie. J'en avais un qui était un peu plus paresseux, un peu plus petit. Il était dans le transat, on lui apportait les plats. J'avais une serveuse, j'avais une caissière. On avait fait la niche du chien sous le lit. Enfin, mais on est passé dans le Figaro avec ça parce que c'était une chambre de dingue. Et c'est vrai énormément. Et je pense, si on peut faire passer un message, l'architecture de la chambre des enfants, c'est très, très important. C'est leur univers. Quand ils ont des petits chagrins, ils peuvent être dans leur chambre. Un petit animal, je pense que c'est très important d'avoir un petit chien. On a toujours eu notre petit fox. Et les enfants qui sont élevés avec des chiens, c'est quand même un soutien, c'est une affection. Le jour où ils ont une mauvaise note, ils caressent un peu plus le chien et ça va mieux. Et puis un univers. Je sais que dans leur chambre, on avait fait une petite bibliothèque derrière le lit de notre fille aînée, mais c'est une dévoreuse de livres parce que quand elle voulait s'isoler de ses frères et sœurs, elle montait à 3 mètres du sol dans sa bibliothèque. Alors on lui avait fait un joli petit coussin et elle lisait tous ces Tom Tom et Nana, Charlie la chocolaterie, etc. Et maintenant, c'est une super lectrice. Donc, je pense que l'univers qu'on fait aux enfants quand ils sont petits, c'est fondamental. Et puis, une chose aussi importante, c'est qu'ils avaient leur univers, ils étaient entre eux, donc il pouvait y avoir une pression des parents, et eux, ils se confortaient dans leur… les uns les autres. Et ils bouillonnaient entre eux, et puis ils réfléchissaient entre eux. Et c'était pas de l'affrontement direct contre nous. Non, donc, c'était entre eux. C'est marrant. Ça aussi, c'était voulu. Hein. Ouais, j'aime bien l'idée de faire en sorte que l'enfant ait son univers à lui pour qu'il puisse y être bien et que du coup il ait sa partie de vie dans la journée où il est dans sa chambre, dans son coin, mais voilà, bien en y étant bien. C'est vrai qu'on voit beaucoup, enfin, ça se voit de plus en plus où on voit tous les jouets au milieu du salon et que l'enfant, se met ou même son lit dans la chambre des parents parfois. Enfin, voilà, il n'a pas son univers à lui. Et c'est vrai que du coup, pour passer par exemple du temps tout seul ou du temps avec son frère ou sa sœur, c'est plus compliqué. Et du coup, j'aime bien ce que vous dites, le fait que vous ayez pris soin, qu'ils aient chacun l'univers où ils étaient bien. Alors, les jouets au milieu du salon, sûrement pas chez nous, parce que déjà, esthétiquement, avec notre façon de voir les choses, on n'aurait pas pu le supporter. Alors, en revanche, on n'est pas des parents intransigeants. Nos enfants ont fait énormément de Playmobil partout. Nos garçons avaient des distractions, mais hyper drôles. Nos 2 derniers ont eu comme distraction, c'est incroyable. On leur laissait les ordinateurs, ils ont monté des films. Ils avaient 8 et 10 ans, ils ont monté des films sur des musiques des tontons flingueurs avec des photos qu'ils ont insérées, qu'ils ont fait eux-mêmes. Parce qu'on mettait à disposition les nouvelles technologies qu'on avait à l'époque. Et des vrais outils. Et des vrais outils professionnels. On avait une fille qui voulait faire de la couture, je vais faire une vraie singère, une machine à coudre professionnelle. Je me suis dit. Et elle avait 6 ans et demi. Il faut voir ce qu'elle est capable de faire maintenant. Parce que toi, tu as souffert de pas avoir des vrais outils. Moi, j'ai souffert, oui. J'avais des outils en plastique et des choses comme ça. Je dis non, c'est parce que je voudrais des vrais outils. Donc, après, je me suis acheté, puis maintenant, j'en achète toujours, parce que je me fais toujours plaisir. Tu es toujours un gros gamin, tu achètes toujours des outils. Mais… Et oui, les enfants, ils ont besoin de s'exprimer avec des choses qui les valorisent, qui les préparent à être adultes, qui les infantilisent pas. Ça, c'est important de considérer les enfants comme des adultes en devenir et comme des adultes. Mon père m'a exactement éduqué comme ça. Quand j'étais enfant, j'avais un vocabulaire assez élaboré par rapport à mon âge. Et mon père m'a toujours dit, je t'ai toujours parlé comme à une adulte. Je ne savais pas à quel moment tu allais pouvoir faire le saut dans le passage adulte. Donc moi, on m'a jamais dit, on va te donner ta sous-soupe, on m'a jamais parlé comme ça. Et du coup, je pense que c'est une chance et une force parce qu'on n'a pas à faire d'efforts ensuite pour s'exprimer, soit en public, soit n'importe où. Les choses viennent naturellement. La parole, c'est comme l'appétit. On a envie de manger, c'est naturel. On peut s'exprimer, c'est naturel. Et ça aussi, ça se cultive dès l'enfance. Et on a toujours parlé à nos enfants comme ça, et ils n'ont pas de problème d'expression parce qu'ils ont toujours, bien sûr, manié la langue française et on les a jamais traités comme des bébés. On a évité surtout de leur montrer des choses qui ne soient pas de leur âge. Parce que c'est vrai que
Quand on leur montre des choses, des structures qui abîment, qui cassent, et on les a... Ouais, ou qui les font grandir trop vite parfois. Voilà, c'est ça. Voilà. Pas, effectivement, il y a un temps pour tout et Alors ça me vient par rapport à ce que tu viens de dire. On n'a jamais créé de soucis à nos enfants. Vous voyez, quand vous dirigez une entreprise, vous pouvez avoir des soucis avec votre banquier. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, tous les soucis d'argent, on n'en a jamais parlé. Alors, ça peut avoir un effet pervers parce que les enfants peuvent penser qu'ils savent pas d'où ça vient trop, mais on est parti du principe, tant qu'un petit enfant ne peut pas apporter la solution. Et tant qu'un enfant n'est pas capable de pouvoir dire « je peux t'aider maman », etc., j'en ai les moyens, nous, en tant que parents, on ne peut pas leur créer des soucis, une charge mentale de soucis. Donc, nos propres soucis de parents, je pense que tant qu'on peut le faire, il faut éviter de le faire rejaillir sur les enfants quand ils sont petits. Alors, bien sûr, après ils grandissent, ils ont la notion de l'argent, du temps, des efforts. bien sûr. Et un petit enfant de 6 ans, il faut pas lui dire, bah, tu vois, maman, elle ne peut pas t'offrir ça parce qu'elle n'a pas d'argent. Moi, si ça m'arrivait, je ne dirais pas ça. Je dirais pas, maman ne peut pas te l'offrir parce qu'elle n'a pas d'argent. Parce que là, on crée un souci à l'enfant qui se dit, mais je vais manquer de... Non, on peut dire, tu vois, aujourd'hui, ma chérie, ça n'est pas raisonnable. Je pense que tu as eu ce qu'il te fallait pour ta journée. Nous verrons demain. Il y a une autre façon de contourner les choses qui sont plus joyeuses, qui vont moins faire rentrer l'enfant dans la difficulté. Et parce qu'un enfant, c'est vite inquiet. Et je pense que nous, en tant que parents, même si on a de fortes inquiétudes, il faut éviter le plus possible de les faire supporter à un enfant qui n'a pas la solution et qui va se faire du souci pour sa maman, son papa, son frère ou sa sœur. Et alors, j'ai envie de vous demander, du coup, quand entre vous, au sein du couple, il y avait des tensions, comment est-ce que vous faisiez? Est-ce qu'il vous arrivait de vous disputer devant vos enfants, de vous emporter devant eux, ou au contraire, vous avez fait attention à ça? On s'est jamais disputé. On s'est jamais... Non, on n'a jamais... Voilà. Non. On n'a jamais eu de scène de ménage incroyable. Mais si on avait, j'allais dire, des choses importantes, même à régler, importantes, il y avait qu'un endroit, c'était notre chambre, pas dans nos enfants. Mais vous emportiez jamais l'un l'autre parce qu'on voit quand même que vous avez deux tempéraments et ça vous arrivait pas de, voyez, parce que l'autre vous agaçait, parce que dire tu m'agaces, tu m'énerves, voilà, des choses un peu plus houleuses. Oh, par exemple, moi je peux dire à mon mari, allez, Luc, ça suffit, toi aussi, mais ça va jamais. C'est pas très méchant. Non. Il faut dire ça fait 45 ans qu'on vit au quotidien avec nos enfants, avec tout le monde. Et on mange 3 fois par jour ensemble. Donc la communication est très lisse. Ça se fait. S'il y a des petits conflits, ça règle rapidement, où ils sont exprimés. Non, on n'a pas de soucis, de choses emmagasinées qui explosent. Oui, voilà. En fait, ce qu'il faut éviter, c'est d'emmagasiner pour avoir l'explosion du Vésuve. En fait, il faut désamorcer, je pense. C'est ça aussi, désamorcer au quotidien. Dès qu'on voit que l'autre va pas trop bien, on lui demande aussi. On peut lui dire, je vois que moi je peux dire à mon mari, je te trouve un peu, comment je peux te dire, un peu triste ou un peu taciturne. Qu'est-ce qui se passe? Alors il peut me dire, bah voilà, j'ai souci de machine, j'ai là, voilà. Mais c'est pas grave. C'est de faire en sorte de rester connecté l'un à l'autre, d'être au fait de ce que vit l'autre pour justement pouvoir avoir cette attention. C'est ça. Il faut s'intéresser à l'autre tout le temps. Parce que c'est un peu compliqué, une femme, c'est pas un homme. Voilà, c'est ça. Tant quelque chose, un homme autre chose. Ça vient de Vénus. C'est quoi le bouquin? Les femmes de Mars et de Vénus. Voilà. Et de Vénus, ouais. Les hommes de Mars, les femmes de Vénus, c'est ça, exactement. Tout à fait. Vous avez dit tout à l'heure là de dire les choses de façon joyeuse avec les enfants et j'ai l'impression que c'est une de vos particularités aussi, mais peut-être que je me trompe, c'est l'effort aussi que vous mettez, parce que c'est naturel, d'être toujours optimiste. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a cette joie qui transpire aujourd'hui, mais sûrement avant aussi, dans votre couple et dans votre vie de famille. Enfin, ça, c'est quelque chose qui vous vient d'où, la joie que vous avez? Je pense que ça me vient de mon enfance. Parce que, bon, j'étais fille unique, mais j'ai vécu ça comme une grande joie et pas du tout comme une souffrance. Et j'avais 2 grand-mères extraordinaires et très complémentaires. Elles avaient le sens quand même de la scénographie.
J'avais une de mes grand-mères, il fallait qu'il y ait de la profusion, il fallait qu'il y ait de l'ambiance, et l'autre, il fallait du théâtre, de la comédie, de l'opéra. Et ces deux grand-mères m'ont infusé, chacune avec leur particularité. Donc, c'est pour ça aussi que la maison a eu autant d'importance pour nous, parce que je me serais morfondue si j'avais pas eu autour de moi un petit théâtre. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans ce petit théâtre, on y met sa famille, et au lieu de présenter les choses tristement à ses enfants, on les présente de manière plus joyeuse. Les repas de famille, par exemple le dimanche, on fait un repas plus conséquent que la semaine. On met des fleurs sur la table, même si on va les chercher dans le jardin, même si on essaie de faire un petit bouquet improvisé. C'est ça la vie aussi. Moi, je pense que la vie, si on la théâtralise pas, si on la prend au pied de la lettre, mais c'est horrible, c'est métro boulot dodo. Moi, je pense qu'il faut mettre de la fête et du théâtre dans tout. Mais on parlait au début du vêtement, mais le vêtement, c'est pareil. Le vêtement, si on s'habille n'importe comment, c'est qu'on prend pas soin de son corps. On a un corps qui est tellement extraordinaire. On l'enveloppe avec des vêtements, en choisissant un peu des couleurs qui peut nous mettre davantage en valeur. Une maison, c'est pareil, et je pense que des enfants, c'est pareil. C'est faire honneur aussi. C'est faire honneur aux gens qu'on reçoit, c'est faire honneur à soi-même, de bien recevoir les gens avec un bon repas, même si c'est une blanquette de veau improvisée. Tout, je pense que de théâtraliser, de mettre du bonheur dans les choses, un sourire, un bouquet de fleurs, c'est ça la vie, parce que sinon c'est trop morne en fait. Alors moi, j'ai quand même envie de vous demander, parce que je pense à ceux qui vont nous écouter, qui vont se dire, bah oui, enfin, c'est un peu facile quand tout a roulé dans la vie, quand on a eu, voilà, des professions où ça s'est bien passé, les enfants allaient bien, étaient en bonne santé. Alors c'est facile de durer. Mais quand même, on imagine que depuis 45 ans que vous êtes ensemble, on imagine quand même que votre couple a traversé des moments difficiles. Une très grosse épreuve. Notre fille aînée a eu un très grave accident de voiture. Elle est restée 74 jours dans le coma. Tous les jours, on nous appelait pour nous dire qu'elle allait mourir dans l'après-midi. Donc, mon mari et moi-même, par rapport à cette épreuve, j'allais vous dire, d'ailleurs, les médecins nous ont convoqués pour nous dire que c'était très grave, qu'il fallait sans doute débrancher notre fille parce que on pouvait plus rien faire pour elle, et on l'a compris, et que de toute façon, d'une épreuve pareille, on allait se séparer ou divorcer, parce que c'est les statistiques qui disent ça. Mais c'est vrai, on a eu une réunion collégiale, ce sont les statistiques, parce que devant de grosses épreuves, on est différent pour appréhender cette épreuve, et dans le couple, il y en a un sur les deux qui peut dire j'y arrive plus, je vais partir, parce que vous savez, la fuite parfois c'est pour éviter de faire face à une épreuve. Et nous, non, ça nous a renforcés, Puis toi, mon mari est particulièrement fort. Moi, je suis méditerranéenne, alors c'est la joie, c'est le soleil. Mais si j'ai un gros coup fort, je peux. Alors, je suis un bon petit soldat, donc je vais jamais aller au fond, je vais jamais partir en dépression, mais je peux avoir un coup de mou pendant 2-3 jours quand même. Mais ça va jamais aller au-delà. Alors que mon mari, c'est un roc. Donc lui, dans des épreuves comme ça, c'est toi qui a tenu le choc. Il faut dire qu'on est une foi catholique chrétienne, ce qui fait que pour moi, il y a pas de problème. On est aidé, il suffit de demander, mais le problème, c'est que les gens ne demandent pas. Donc, comment voulez-vous que le ciel vous aide? Donc, nous, toutes les épreuves, on a demandé, on a reçu. Et on a des exemples miraculeux, entre guillemets, c'est même miraculeux, oui, parce qu'on a beaucoup de clins d'œil du ciel, avec, je sais pas, des moments où on avait des découvertes gigantesques. On va voir on a une Vierge Noire à côté de chez nous, on va prier la Vierge Noire, on lui demande un peu d'aide, et le lendemain, on va vous retrouver avec des commandes. Alors, on prie Marie, et puis on a eu quelqu'un qui s'appelait Monsieur le maire, donc c'est un anagramme de Marie. Après ça, on a eu la mairie de je ne sais où qui l'a fait travailler, c'est un anagramme de Marie. Et 3 trucs, mais le lendemain, quoi. Vous demandez, vous recevez. Et c'est un peu difficile. Le problème, difficile. c'est qu'on est dans un monde qui est tellement en dehors de cette certitude qui est affirmée, quoi. Oui, en fait, vous avez une confiance en la vie. Ouais. Voilà, c'est ça, qui allège quand même quand il y a une difficulté, qui vous permet de regarder plus loin, de regarder ailleurs, d'avoir confiance et de vous dire un peu, de vous laisser,
je sais pas si c'est ça, mais un peu de vous laisser porter par la providence et de vous dire, voilà, j'ai confiance, il arrivera ce qui arrivera, et puis on l'acceptera. Oui, parce que mon épouse me dit, je suis à nouveau enceinte. Alors, je me dis, comment on va faire? C'est catastrophique. Je dis, arrête, on t'envoie pas un enfant si on te donne pas l'argent qui va avec. La santé. À chaque fois, on a eu des gros chantiers, des gros trucs, et puis ça a suivi la courbe. Puis c'est ça, en fait. Mais c'est ça. Et on a demandé pour notre fille qui était au plus mal. Et puis, elle s'est réveillée le jour de Pâques. Elle a ouvert les yeux. Elle a reconnu ses 6 frères et sœurs autour de son lit d'hôpital en réanimation. Donc, c'est beau, mais c'est vrai qu'il faut le vivre pour le croire. Et nous, on a toujours eu cette certitude qui nous a portés. Voilà. Donc ça, c'est peut-être une clé aussi que les gens peuvent utiliser, mais voilà. Ou approfondir. Ouais, c'est délicat d'en parler parce qu'on ne sait pas la religion maintenant. Voilà, c'est pour ça que c'est délicat d'en parler. Mais on donne notre. Oui, mais c'est beau d'en témoigner aussi, voyez, je trouve, de pouvoir. Vous, c'est ce que vous avez vécu, c'est ce que vous avez connu, donc je trouve que c'est beau de le dire et voilà, et peut-être d'ouvrir des perspectives. La vie, Soisic, ça n'a pas été un long fleuve tranquille quand même, parce que il faut bien savoir que pour élever 7 enfants, il faut qu'on ait une entreprise qui tourne, il faut beaucoup travailler, il faut prendre des gros engagements financiers dans les équipements machines, les parcs machines, puisqu'on s'est équipé de commandes numériques. Donc, il faut aller voir son banquier, il faut faire des grosses négociations, il faut ensuite faire des gros remboursements. Donc, il faut avoir des bons chantiers, une bonne santé. Vous voyez, c'est tout un tas de choses, mais on a toujours bien dormi, bien mangé, on a toujours fait attention à ça aussi, parce qu'on peut se brûler les ailes, on peut se dire, j'ai trop de gros soucis, je vais me coucher à 4 heures du mat, je vais boire de l'alcool pour tenir le coup, je vais faire... Mais non, c'est pas le choix qu'on a fait, parce qu'on sait très bien que c'est pas ce qui porte. Donc, vous voyez, à chaque étape, on a quand même, malgré des gros enjeux, c'est pas du tout un long fleuve tranquille, parce que notre fille, on pouvait tout perdre, parce que quand cet accident est arrivé, on était très, très engagés financièrement, il fallait être sur tous les fronts. Donc, moi, j'étais la commerciale de la boîte, donc il fallait vraiment que j'ai la tête vide pour aller discuter ces chantiers, faire des gros marchés. Mon mari, il fallait qu'il ait la tête vide pour créer, pour manager ses équipes, pour usiner. Enfin, voilà, on a quand même marché sur un fil un peu, mais tout est passé parce que je pense que c'est la confiance et aussi c'est la confiance en la vie, mais la confiance en l'autre. Moi, jamais j'étais angoissée en me disant « Oh là là, mon mari est dans un monde de femmes avec la déco pour voir les plus belles maisons. Il peut peut-être avoir des tentations. » Vous voyez, jamais. Moi, une femme qui a 7 enfants, vous imaginez pas qu'elle est en salle de sport toute la journée à se faire belle, à se faire masser, à se faire bronzer, à se faire coiffer. Donc, j'aurais pu me dire, alors que mon mari était plutôt dans des ambiances plus luxueuses, avec des jolies dames qui pouvaient l'inviter. Vous voyez, donc... Et moi, cette confiance, elle est fondamentale parce que je trouve que le plus vilain défaut, c'est la jalousie. En tout cas, c'est celui qui vous empêche d'évoluer, qui vous empêche d'être joyeuse, justement, qui vous empêche de regarder l'autre avec un regard bienveillant. Parce que si vous êtes jaloux de tout, vous bouffez votre vie et l'énergie qui va avec. Donc, moi, j'ai fait confiance. J'ai noté, vous avez dit il y a des choix que vous avez faits. Est-ce que vous pensez que vous avez fait le choix de vous aimer? C'est un choix que vous avez posé? Moi, non. T'as choisi. Non. Tu étais bien belle. Oui, oui, mais une fois ça parti. Non, mais je veux dire le choix. Si, parce que. Mais c'est pas un choix, c'était. Oui, au début, mais vous savez, parfois, avec justement une crise, avec le temps, on peut avoir les sentiments qui s'amenuisent, on peut avoir un désir qui est moins présent, qui est moins intense, et nous c'est quelque chose parfois qu'on dit au couple avec Marie-Lise, c'est de refaire le choix de s'aimer. Pensez au jour où on s'est engagé, on s'est dit ok, nous deux ça sera toute la vie. Aujourd'hui c'est vrai que pour moi c'est un peu flou, une période un peu sombre, mais je te rechoisis, je fais le choix de t'aimer encore. Oui, c'était dans ce sens-là. Oui, je comprends, mais on n'est jamais arrivé. Non, c'est pas formulé, mais c'est. Oui, c'est automatique. Ça se fait naturellement sans. C'est automatique. Moi, Marie-Lise, je sais pas si t'es d'accord, mais en tout cas, il y a quelque chose qui me frappe, et même là, dans votre façon de parler. Nous, c'est une des clés qu'on a développées dans les 5 clés de l'amour durable, c'est le faire équipe. Et je trouve que vraiment, je sais pas ce que t'en penses, Marie-Lise, mais ça ressort vraiment de tout ce que nous disent Sylvie et Luc.
Complètement, je trouve le fait comment ils ont pu s'agencer ensemble, se remettre d'accord sur même quelles valeurs, qu'est-ce qu'on met en avant, qu'est-ce qu'on garde, l'importance de se concentrer sur leur vie de couple et leur famille, au détriment peut-être de la vie mondaine. Mais moi, ce qui me marque aussi beaucoup, Swazik, et on n'en parle peut-être pas assez, c'est dommage parce que les personnes qui nous écoutent peuvent pas le voir, mais c'est la façon dont vous vous regardez, dont vous vous souriez. Et je trouve ça génial. Je me dis, à plus de 60 ans, de se regarder comme ça et de sourire comme ça, c'est beau. C'est un vrai cadeau, en tout cas, moi, que vous me faites aussi à moi aujourd'hui. C'est ce plaisir qu'on ressent, que vous avez à être ensemble, en fait, et à vous regarder. Et je me dis, c'est fou. Il y a des couples beaucoup plus jeunes et qui ont même plus ce regard touchant qu'il peut avoir, et comment c'est important d'avoir un regard vrai, un regard posé, et des vrais sourires, de la vraie joie partagée. Et ça, c'est un vrai cadeau, en tout cas. Merci. 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 Et est-ce que pour conclure, vous auriez un message que vous voudriez adresser aux amoureux qui nous écoutent, aux couples qui nous écoutent, un message pour dire voilà, nous par exemple, ce qu'on aurait aimé entendre quand on s'est fiancé, qu'on s'est marié, quand on s'est engagé. Nos parents nous l'ont dit, c'est la confiance en soi aussi. C'est ça qui nous a. Regarde papa, Luc, quand on s'est marié, quand on avait trouvé notre maison, il y avait un vieux jardin horrible et il avait démonté toutes les bordures jardin en ciment qui étaient affreuses et il les avait vendues sur le journal. Et papa me dit, mais c'est incroyable parce que nous, on pensait enlever ces vieilles bordures en ciment et puis les mettre dans une déchetterie. Luc, il avait fait le Bon Coin avant le Bon Coin, il avait revendu ça et mon père me dit, mais un garçon comme ça, qui pense à tout, qui recycle tout, mais tu ne peux avoir que confiance. Et ça m'a fait rire parce que et ça m'a fait rire. Et quand Luc est allé demander ma main à papa, mon père, vous savez, c'est l'ancienne génération, il savait pas où se trouver les verres, rien du tout, parce qu'il avait jamais touché un verre de sa vie. Et il était tout perdu, papa, et il dit à Luc, bon, Luc, alors nous allons fêter ça, à votre arrivée, j'accueille un fils. Il lui a dit tout de suite. Et il lui dit, je sais pas où sont les verres. Alors Luc lui a dit, mais moi je sais où sont les verres. Je sais, je vais vous les sortir parce qu'il savait mieux où étaient les verres chez nous que mon père. Parce que je t'ai mis de voir en cachette. Et voilà, il t'avait sorti les verres. Et donc, en fait, je pense que quand on accueille un enfant dans une famille, quand on sent que ça va être notre belle-fille ou notre gendre, eh bien, c'est la confiance qu'il faut leur faire et leur donner aussi, parce qu'ils sont jeunes, il faut leur donner confiance en eux. Et je pense que la confiance, c'est la réussite, la réussite du couple et la réussite de chacun d'entre nous, en fait. Oui, il faut les laisser vivre leur vie. Ouais. Il ne faut pas être des tuteurs à les rabrouer en disant si c'était moi, je ferais comme ça. Il faut rester un petit peu distant en surveillant de loin, mais et en les conseillant. Leur donner vraiment leur pleine confiance et leur pleine ouverture à leur propre vie, parce que c'est pas la nôtre qu'on gère. Voilà, et je me souviens quand les enfants étaient petits, Luc me disait, on va les gérer en téléguidé. Vous savez, on avait des voitures téléguidées autrefois. Et il me disait, on va gérer les enfants en téléguidé, c'est-à-dire que on met les barrières, mais on leur fait croire qu'ils se débrouillent tout seuls quand même. Et ça, c'est important, parce qu'on a remarqué que quand on s'affronte avec un enfant, si on dit non, c'est non. Si on a affaire à un bon tempérament, il va être dans l'affrontement. Donc, il faut faire de l'accompagnement. Et nous, on a toujours essayé. Vous voyez, on avait notre fille Iris qui commençait d'être pas mal addicte à l'informatique. Quand elle rentrait de l'école, elle se mettait sur informatique. Luc m'a dit, ça va pas durer, ça. On va te brouiller le système. Donc, elle rentrait. Et moi, je disais, oh là là, mais j'ai plus d'internet, j'y arrive plus, je peux plus envoyer un dossier à monsieur Untel parce que le soir, il y a plus d'internet. Iris sortait de sa chambre, me disait, maman, moi, c'est pareil, j'ai plus d'internet. J'ai dit, c'est bien dommage. Mais mon mari suspendait internet le soir de 20h jusqu'au lendemain, où on le remettait à 11h du soir pour retravailler. Mais les enfants, ils ont jamais vu ça comme une privation, en fait. C'est parce qu'on était à la campagne et voilà. On faisait un peu passer les choses comme ça. Oui, une autre chose aussi, on avait une maison qui était centre-ville très très belle. Et les enfants grandissant, on a décidé de la vendre pour venir à 8 km de notre destination première, justement pour mettre une distance avec la ville et toutes les tentations que les enfants pouvaient avoir. Parce que moi, j'ai vécu avec mes frères en ville, on a fait la Java
Tout le sans temps. arrêt. Moi, j'ai redoublé ma 6e, ma 5e, ma 4e. Non, Je sais- 6e, Je savais pas ce que c'était que l'école, je n'ai pas rigolé. Moi, je me suis dit, mes enfants, ça va être pareil. Donc, on a décidé. T'as eu on a- peur. T'as eu peur. On a acheté une maison à 8 km. Donc là, ils se sont retrouvés distants de la ville. Faire du vélo aussi, le sens de l'effort, si on voulait partir en ville. Donc maintenant, ils nous remercient de ça, mais heureusement qu'on l'a fait parce que sinon, je ne sais pas où on en serait. On aurait peut-être été envahis par nos enfants et on n'existerait peut-être plus. Donc, il faut anticiper. Et puis, En c'est fait, vrai que il faut- c'est nous qui avons la main. Hein. Ouais, il faut anticiper, c'est ça. En fait, une conclusion, c'est de dire aux parents, anticipez votre vie un petit peu comme un scénario, parce qu'il faut quand même la visualiser. Il faut la projeter, sa vie. Et qu'est-ce que je dois faire pour guider mes enfants au mieux, en fonction de leur appétence et de leur qualité, sans qu'ils s'en rendent trop compte non plus. Bien sûr. Je pense qu'il faut qu'on accompagne nos enfants sans que Il ça ne se faut pas que voit. ça se voit. Il faut avoir un coup d'avance. Ouais. C'est un peu un coup d'avance. Et c'est là où effectivement le faire équipe et la bonne communication vont aider parce que vous allez être raccords tous les deux et ça c'est juste Voilà. Oui, c'est juste c'est parfait. essentiel. Donc, Il faut pas qu'il y en ait un qui dise blanc et l'autre qui dise rouge. S'il y en a un qui dit oui, tu peux sortir, l'autre non, tu ne peux pas sortir, alors là, c'est la fin du... Il faut vraiment être corporate, hein. Ça c'est sûr, parce que sinon ça marche pas. Bon bah merci à tous les deux. Alors ce que j'aime beaucoup c'est que dans Au cœur du couple, on parle rarement d'éducation des enfants, mais alors là, du coup, on a fait à la fois couple, à la fois famille, enfant. Donc je pense qu'on va faire plaisir à vous. Mais non, mais c'est parfait. Ah non, non, non. Au contraire, je vous en remercie. C'est super. Parce que je pense que parfois ça manque et on nous le dit. Donc là, puis ça fait tellement partie de votre vie. Donc c'était important de le partager aussi. Bon bah vraiment, je pense qu'on sera sur l'épisode le plus long. On en a quand même aujourd'hui 56 ou 57. Mais alors c'était un vrai bonheur de vous écouter tous les deux. Je pense à Carole Tolila qui va l'écouter et je suis sûre qu'elle va beaucoup aimer parce que rien que déjà de vous voir dans votre maison, il s'était passé quelque chose. Mais alors là, d'écouter un peu plus sur votre vie, c'était un vrai bonheur. Donc mille merci à tous les deux d'avoir pris le temps de venir témoigner. Bon bah je pense qu'on peut ne vous souhaiter qu'une belle continuation de durer encore longtemps. Moi, j'aimerais encore ouais, vivre comme un chêne. J'aimerais encore vivre bien longtemps. Mais vous vous retrouverez au ciel, vous le savez. Voilà, c'est ce que je dis. Voilà. Ce n'est qu'un passage. Donc, mille merci à vous deux. Belle continuation. Merci à vous Soisig, merci à toutes les deux. Au revoir Maëlys, merci. Merci à vous. Et puis, on vous retrouve tous très bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur du couple. Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur aucoeurducouplepodcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au cœur du couple. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.